Bienvenue à l'échiquier africain numéro 22 du 7 août 2026. Trois questions à l'ordre du jour de notre émission. Que signifie le rejet par la Guinée-Conakry de la monnaie ECO envisagée par la CEDEAO pour l'année 2027? Quel avenir politique à court terme pour le Cameroun, confronté au départ imminent de Paul Biya? Enfin, le Burkina Faso peut-il se laisser impressionner par la propagande néocolonialiste de Reporters sans frontières? Abordons sans plus tarder la première question de notre entrevue. Que signifie le rejet par la Guinée-Conakry de la monnaie ECO envisagée par la CEDEAO pour 2027? La CEDEAO a été créée en 1975, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. À partir de 1983, cette Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, composée d'États sous régime monétaire indépendant et souverain et d'États sous régime monétaire sous le contrôle de la Banque de France, s'est mise à réfléchir à la possibilité de mettre en place une monnaie commune de toute la sous-région ouest africaine. Cette réflexion sur la monnaie commune finit par aboutir, au début des années 2000, à l'idée de la mise en place d'une monnaie de la zone économique ouest-africaine. Cette monnaie de la zone économique ouest-africaine est projetée d'ailleurs, par anticipation, par les pays non francophones de la région ouest-africaine. On envisage de l'appeler ECO. Jusqu'ici, c'est une belle histoire, c'est une aventure de la souveraineté partagée, de la souveraineté vécue, de la souveraineté assumée. Quoi de plus normal pour pratiquement à l'époque une quinzaine d'États de se donner les moyens de renforcer l'intégration économique de leur sous-région, de se donner les moyens de commercer librement avec le reste du monde. La zone CEDEAO, en s'acheminant vers le projet d'une monnaie unique, accélérait par ailleurs la réalisation du grand rêve des pères fondateurs de l'unité africaine, le grand rêve du panafricanisme, celui d'une région économique africaine entièrement intégrée à l'intérieur des États-Unis d'Afrique, qui sont encore, on le sait, en chantier. Mais ce bel optimisme devait très rapidement se heurter à des questions techniques, à des questions idéologiques et plus amplement à des questions géostratégiques, à des questions que l'on imagine. Deuxième type de problèmes qui vont se poser, les problèmes idéologiques. Quelle est la ligne que va suivre cette monnaie? Va-t-elle suivre une ligne panafricaniste, c'est-à-dire l'affirmation de la souveraineté totale de l'Afrique sur la marchandise des marchandises, que doit être la monnaie, laquelle doit être frappée au coin, on le sait, de la souveraineté, pour bénéficier pleinement aux populations de l'espace régional ouest-africain? Ou plutôt reproduire la trajectoire du néocolonialisme, c'est-à-dire avec une dépendance envers des monnaies étrangères et notamment une dépendance, comme c'est le cas pour l'Afrique dite francophone, envers la Banque de France, laquelle Banque de France, on le sait, depuis 1945, a créé le franc des colonies françaises d'Afrique pour se servir à large brassée dans les matières premières africaines, récupérées gratuitement pour l'industrie française, pendant que celle-ci saupoudre sous la forme de la soi-disant aide au développement, une espèce de prime de la dépendance. Très rapidement, le débat va faire rage. Il va faire rage lorsque, notamment en 2019, le président ivoirien Alassane Dramane Ouattara, bras non seulement armé, mais bras idéologique du néocolonialisme français en Afrique de l'Ouest, va ouvertement assumer le véritable plan que le néocolonialisme français en embuscade dans tout ce processus a pour la monnaie ECO. Quel est ce plan? C'est simplement un changement de dénomination, dit Alassane Ouattara, avec le maintien dans le cadre de l'ECO des propriétés du franc CFA. Parité fixe, dépendance à la Banque de France, contrôle, surveillance
et littéralement, cornaclement, par le néocolonialisme français. Dès lors que le poteau rose est révélé, on sait que la monnaie éco est une monnaie mornée. À partir de 2019, on va assister à une succession d'hésitations, d'atermoiements, de reports. On va voir un véritable art dilatoire se déployer autour de cette question de l'éco. Il sera constamment renvoyé à l'année prochaine. Et il sera même utilisé à un moment donné comme un épouvantail. Lorsque, eh bien, à partir de 2023, 3 États de la zone CEDEAO décident de se démarquer, puis de sortir courant 2024 de l'espace CEDEAO, dès lors qu'ils ont tous échappé à des tentatives d'assassinat géopolitique, géoéconomique et géostratégique, orchestrées par le néocolonialisme français, manipulées par ces agents planqués à l'intérieur de l'organisation régionale. Le Mali, le Burkina Faso, le Niger se retirent. Ils se retirent pour créer une défense commune. Ils se retirent pour créer un espace économique commun, celui de l'Alliance des États du Sahel. Ils se retirent et assument le projet de se préparer à se doter d'une monnaie commune souveraine, une monnaie sahélienne. Dès lors que ces 3 pays vont affirmer cette détermination à prendre leur distance envers le projet néocolonialiste de captation de la monnaie sous-régionale, ils vont être pris en chasse, non seulement par les agents locaux du néocolonialisme français, mais par la surenchère à l'éco. On annonce donc pour 2027 un éco. Mais c'est à ce moment précis que la Guinée-Conakry, qui a conservé depuis 1958, avec le célèbre nom du leader panafricaniste, premier président de ce pays, Ahmed Sékou Touré, une tradition de souverainisme monétaire, la Guinée-Conakry met les pieds dans le plat lorsque le 30 juillet 2026, le porte-parole du gouvernement guinéen assène. La Guinée-Conakry n'envisage pas d'entrer en 2027 dans la énième tentative de création d'un éco sous le contrôle de la Banque de France. La Guinée-Conakry s'arc-boute sur sa souveraineté monétaire. D'une certaine façon, la position de la Guinée-Conakry rejoint celle de l'Alliance des États du Sahel. Pour développer l'Afrique, il faut une monnaie souveraine, flexible, pilotée librement par les Africains, sans la France, sans l'Union européenne, sans les États-Unis, sans l'hégémonisme occidental, oriental ou de qui que ce soit. Et ce n'est qu'ainsi qu'on ira vers une véritable zone économique ouest-africaine digne de ce nom. Abordons sans plus tarder le second sujet de cette émission. Allons au Cameroun. Quel avenir politique à court terme pour le Cameroun, confronté au départ imminent de Paul Biya? C'est un président âgé de bientôt 94 ans, né en 1933. C'est un président au pouvoir depuis plus de 42 ans, depuis novembre 1982. C'est un président héritier d'un pouvoir, lui-même héritier du processus colonial et néocolonial camerounais, qui, sous l'égide notamment de la France, avait imposé à la tête du Cameroun, tour à tour, Charles Okala, André-Marie Mbida, Amadou Ahidjo, comme Premier ministre du territoire sous tutelle française, et par la suite, comme premier président de la République, sous le contrôle de la France, tout naturellement, et de ces fameux accords de coopération léonins, Amadou Ahidjo, de 1960 à 1982. Et puis, depuis 1982, par une succession de manœuvres politiques qui ne sont pas l'objet de ce sujet, Paul Biya, de 1982 à aujourd'hui, 7 août 2026. C'est donc le long séjour des héritiers du colonialisme, du néocolonialisme français à la tête de l'État camerounais qui se poursuit, mais qui se poursuit dans des conditions assez difficiles. Le président Biya, qui a obtenu la reconduction de son pouvoir pour un 6e mandat à la tête du Cameroun, dans un contexte d'affaiblissement généralisé de l'opposition et d'exacerbation des divisions nationales,
caractérisée notamment par la déstabilisation du pays par les mercenaires du néocolonialisme français et de l'impérialisme occidental à travers Boko Haram dans la partie nord du pays, et la guerre civile au Cameroun anglophone opposant les forces sécessionnistes, par ailleurs également instrumentalisées par l'impérialisme occidental à l'État central, sans oublier les crises systématiques et cycliques du régime dues à l'absence de consensus sur les conditions d'accès, de conservation, d'exercice du pouvoir d'État. C'est dans ce contexte que le président Biya, malade, séjourne depuis maintenant plus de 60 jours hors du territoire camerounais. Il est parti, le 7 juin 2026 en Suisse et, selon les informations plus ou moins validées par le gouvernement camerounais, le séjour de M. Biya en Suisse est un séjour médical qui remet en selle la question de la vacance du pouvoir au Cameroun et celle de sa transmission. Le Cameroun se retrouve dans une situation d'impasse politique, dans la mesure où la constitution modifiée par le président Biya prévoit une vice-présidence de la République qui n'a pas encore été pourvue, et même qui, si elle était pourvue, ne résoudrait pas le problème de la légitimité du consensus politique national. Un vice-président nommé par un président qui lui-même n'a plus réellement pu exercer pleinement le pouvoir en raison notamment de son âge avancé et de la force montante de son clan successoral, un tel vice-président ne manquera point d'être contesté, non pas seulement en interne dans l'appareil du parti au pouvoir, mais également, tout naturellement, par l'opposition et par l'immense diaspora camerounaise de plus de 3 à 4 millions de personnes qui attendent d'être reconnues au nom du principe de la double nationalité, comme des citoyens devant participer non pas simplement à l'effort économique national, mais à l'essor du consensus politique national. Quelle que soit la manière de regarder la situation politique du Cameroun, on s'accordera à dire que le pays traverse une véritable impasse politique. D'où viendra le souffle nouveau? Si le régime en place ne peut pas éternellement se reproduire par le contrôle absolu de l'appareil d'État, d'où viendra le renouveau, la relance, la renaissance, la résurrection de l'espérance immortelle du peuple camerounais, comme les pères des indépendances, Rouben Oumniobé ou Sendé Afana, Félix Moumié ou Ernest Ouandié le sollicitaient? D'où viendra ce souffle nouveau? La première erreur qu'on commettrait, c'est de penser que le ronronnement du régime, la transmission du pouvoir de père en fils ou la transmission interne du pouvoir sans une véritable légitimité démocratique résoudrait le problème. La seconde des erreurs qu'on commettrait, c'est de croire au fatalisme du progrès, au hasard ou à la chance, et de laisser la situation politique camerounaise pourrir. Il me semble que la solution pour le Cameroun est un sursaut patriotique panafricain national pour refonder la République sur des bases inclusives, des bases panafricaines, des bases consensuelles, des bases objectives, permettant de faire du Cameroun le véritable moteur de l'intégration de l'Afrique centrale et de la création d'une alliance des peuples d'Afrique centrale comparable à l'alliance des États du Sahel et inspirée de la philosophie d'émancipation qui aujourd'hui galvanise le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Abordons pour finir le troisième sujet de cette émission. Le Burkina Faso peut-il se laisser impressionner par la propagande néocolonialiste de Reporters sans frontières? En la fin du mois de juillet 2026, on a assisté à une véritable passe d'armes entre l'ONG, sous contrôle français, cornaquée par le récit et le narratif néocolonialiste français, Reporters sans frontières, à l'occasion d'une enquête publiée par Arnaud Froger, journaliste d'investigation de Reporters sans frontières. Une charge sans pitié a été délivrée par cette organisation non gouvernementale sous l'influence du palais de l'Élysée, manifestement, et du Quai d'Orsay, contre le gouvernement du Burkina Faso. Quel crime, quel outrage, quelles infractions sont reprochées au gouvernement du Burkina Faso? C'est d'avoir élaboré, en une période de guerre
de recolonisation déguisée sous motifs religieux contre l'Afrique, une équipe choc de communication qui affronte le narratif impérialiste occidental, le narratif néocolonialiste français, une équipe choc de communication articulant les moyens de communication gouvernementaux et les moyens de communication de la révolution progressiste populaire, civile du Burkina Faso, ce moyen, ce véritable char, majestueux de la défense du souverainisme burkinabé, ouest-africain et panafricain, a été appelé opportunément le BIRC, le bataillon d'intervention rapide de la communication. Battu à plate couture par le BIRC, le bataillon d'intervention rapide de la communication du Burkina Faso, qui a rétabli l'autorité de l'intelligence africaine dans le narratif du processus d'émancipation de ce pays. Battu à plate couture par les communicants du gouvernement burkinabé. À la tête du département de la communication, le ministre porte-parole du gouvernement burkinabé, Gilbert Pengwende Ouedraogo, battu par l'aura, par le charisme, par la capacité de conviction internationalement attestée du leader de la révolution progressiste populaire du Burkina Faso, le camarade capitaine président du Faso, Ibrahim Traoré, le néocolonialisme français a trouvé comme parade l'instrumentalisation d'une ONG journalistique qui viendrait donner des leçons de combat journalistique, qui viendrait donner des leçons de défense des intérêts vitaux, des intérêts souverains de l'Afrique au Burkina Faso. L'argument tout trouvé, c'est de dire qu'une certaine journaliste, Yousra El Baguir, aurait été malmenée, pour ainsi dire, à la fois par les autorités burkinabées, après avoir posé des questions incongrues, complètement déconnectées de toute réalité, lors d'une interview au palais présidentiel de Ouagadougou, et de dire que cette dame Yousra El Baguir aurait été l'objet d'un lynchage médiatique coordonné par le BIRC, parce qu'elle avait osé contester la version officielle burkinabé de l'évolution de la lutte antiterroriste dans le pays. En réalité, Reporters sans frontières reconnaît, à travers cette défaite médiatique subie par le néocolonialisme français, reconnaît à travers la défaite imposée par le BIRC à la communication de l'impérial terrorisme occidental, l'efficacité, l'efficience des autorités burkinabées dans le traitement de l'information. En ma qualité d'invité spécial des universités africaines de la communication de Ouagadougou de 2025, j'ai pu voir que le Burkina Faso, comme la plupart des pays africains, aujourd'hui, est en train de prendre conscience de la nécessité de maîtriser l'information et de mettre l'information au service de la libération du continent. Non, le Burkina Faso ne peut pas se laisser impressionner par la propagande néocolonialiste de Reporters sans frontières. C'est plus de 75% du territoire national qui ont été réellement reconquis par les forces de défense et de sécurité du Burkina Faso. Ce sont des grands chantiers qui sont à l'œuvre, comme les autoroutes entre les principales capitales régionales de ce pays. C'est le grand projet Faso-Mebo qui transforme aujourd'hui le Burkina Faso aux grandes dames du néocolonialisme français et de ces suppôts locaux qui n'ont plus que leurs larmes pour pleurer. Victoire à la communication souveraine du Burkina Faso, victoire à la révolution progressiste, populaire du Burkina Faso, source d'inspiration comme l'Alliance des États du Sahel de toutes les opinions conscientes africaines de ce temps. Je vous remercie.